Salut salut, bienvenue pour un nouvel update lecture cette fois et ça sera le dernier update de cette saga de une vidéo par jour. Vous allez voir dans cette vidéo 3 des livres que j'ai lus sur le 10 jours 10 livres. Je vous les montre pas tous comme je vous avais dit dans ces deux vlogs de 10 jours 10 livres. Il me semble en fait il y a des livres que j'ai lus début janvier, donc pour lesquels j'ai les tomes suivants. J'ai le tome 2, j'ai le tome 3, j'ai le tome 4, alors que j'ai lu les tomes 1 et 2, enfin vous voyez. Du coup je me suis dit, en février je vais lire pas mal de livres. Si vous m'avez vu l'année dernière, vous savez probablement ce que je vais faire en février. Donc j'ai d'abord préparé ma palle de février. J'ai acheté des livres spécifiquement pour cette palle, pour avancer dans certaines sagas, etc. etc. Et donc, pour tous les livres que j'ai lus début janvier, si je vais lire la suite dans le courant du mois de février, je me suis dit je vais attendre février pour vous les montrer dans le même update, ça évitera que je me répète en update, et même pour vous ce sera mieux. Mais il y a quand même des petites sagas jeunesse que j'ai lues donc début janvier, pour lesquelles je n'ai pas trouvé la suite, et je ne pourrai pas donc lire la suite en février. Du coup, je vais vous les montrer là, et le dernier livre vous l'avez pas vu parce que je l'ai lu toute seule de mon côté, je vous l'ai pas montré en vlog, et en plus il se trouve que c'est un échec, donc même dans les vlogs classiques entre guillemets, je ne vous l'ai pas montré puisque j'ai pas eu le temps. Voilà, je l'ai commencé puis je l'ai arrêté très vite, donc voilà pour ce dernier update de janvier. Et en février je vous parlerai du coup des sagas jeunesse que j'ai avancé début janvier et que j'avancerai encore en février, mais de toute manière vous verrez ça dans la palle de février qui sortira donc le 31 janvier et qui clôturera une vidéo par jour de janvier. Bref, le premier livre pour cette update, c'est Les enquêtes potagères de Loulou, le tome 2, Le voleur de poireaux de Isabelle Cabri et Eva Roussel, et j'ai beaucoup aimé ce tome 2, il me semble que je vous l'ai dit dans le vlog du coup. J'ai préféré ce tome 2 au tome 1. En fait, dans le tome 1, ce que je reproche au tome 1, c'est qu'on passe pas tant de temps que ça sur l'enquête. On est sur une petite histoire jeunesse, hein, ça fait une centaine de pages, un truc comme ça. Voilà, ça fait 123 pages. C'est écrit gros, il y a des illustrations de temps en temps. Je vous montre, vous voyez. Donc, 120 pages, c'est très vite lu. Et quand la moitié du texte ne porte pas sur l'enquête en elle-même, je trouve ça dommage en fait. Et dans le tome 1 c'est le cas, dans le tome 1 on rencontre Loulou qui vit donc avec ses parents, etc. Il y a une histoire de noisettes qui sont tombées alors qu'elles étaient pas, enfin que c'est pas le moment qu'elles tombent, elles sont pas mûres, elles sont pas prêtes, tu vois. Et donc Loulou va enquêter, mais pas tant que ça en vrai, c'est surtout un prétexte cette enquête pour aborder d'autres thématiques. C'est pas gênant en soi, mais moi ce que je voulais c'est une enquête. Et ici dans le tome 2 on a vraiment beaucoup plus l'enquête menée par Loulou. Donc en gros on va retrouver Loulou ici qui revient chez ses grands-parents, elle a été chez eux pour fêter son anniversaire, donc je suppose qu'elle est née genre au mois d'août, un délire comme ça, tu vois. Et donc ils rentrent chez eux avant la rentrée, et quand ils arrivent, sa mère découvre que dans le potager, les poireaux ont disparu. Sa mère est un petit peu en panique totale parce que ça veut dire que quelqu'un est venu chez eux, quelqu'un est rentré pendant qu'ils étaient pas là et tout. C'est très différent du tome 1 pour la mère parce que du coup, dans le tome 1, c'est arrivé pendant la nuit alors qu'elles étaient là, elle sait que personne n'est rentré dans la maison, mais là, elle se dit qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont fait, tu vois, genre vraiment la mère panique. Et le père a une réaction assez bizarre, genre il est totalement focus sur autre chose qui se passe dans le jardin aussi, tu vois, et il prend pas du tout en considération la panique de sa femme, tu vois. Et donc Loulou va décider d'enquêter, voilà, avec son chat qu'elle a appelé Mister Poirot. C'est pas du tout en référence au Poirot, c'est en référence à Hercule Poirot qu'elle a appelé son chat comme ça. Et donc voilà, elle commence à recueillir les informations, elle va voir son voisin pour récupérer son chat, du coup, etc. etc. Elle retrouve ses amis, et elle enquête. En fait, tout le long du livre, elle enquête. C'est ça la différence principale pour moi avec le tome 1, c'est que là, vraiment, elle mène l'enquête. Elle pose des questions, elle se renseigne. Je sais pas si c'est le cas, mais je l'imagine avec un petit carnet pour noter les informations qu'elle a au fur et à mesure, faire ses hypothèses et tout. Enfin, vraiment, elle enquête, et j'ai trouvé ça vraiment hyper chouette, vraiment hyper cool. Je suis deg de pas avoir trouvé le tome 3 pour le lire au mois de février, mais alors j'aurais pu, hein, évidemment, je peux l'acheter neuf, etc. Mais je voulais principalement acheter d'occasion, et je sais que je finirai par le trouver d'occasion à un moment donné ou à un autre, donc pas besoin de me jeter dessus non plus. J'ai d'autres sagas à lire, d'autres sagas que j'ai trouvé d'occasion du coup, donc voilà, je lirai plus tard dans l'année probablement le tome 3, mais en tout cas franchement je trouve ça hyper cool, hyper chouette. Derrière c'est marqué 7 ans et plus, c'est la collection 7 ans et plus de Gulfstream.
Franchement c'est parfait en première lecture, lire un chapitre par soir avant de dormir, un truc comme ça, franchement c'est trop cool. Moi j'adore. Le deuxième c'est pareil, j'ai passé un super moment, j'ai pas trouvé le tome 3 du coup, mais c'est pas très grave parce que ici ce sont des tomes plutôt compagnons que des tomes d'une saga qui se suivent. Donc c'est Les Petites Sorcières, tome de Maud Champignon de Anne-Fleur Multon et Nina Six. J'avais lu le tome 1 en mai 2025 et j'avais absolument adoré. Ici en gros on rencontre dans chaque tome, donc le 1 et le 2, une petite sorcière différente qui a, je sais pas, 10-11 ans par là, et qui arrive à l'âge pour une sorcière où elle doit faire un apprentissage pour développer son don, développer ses pouvoirs et pouvoir les utiliser en tant que sorcière, etc. etc. Donc voilà, dans Thomas on suit une petite sorcière qui n'a pas de pouvoir mais qui doit quand même faire cette formation et qui sont un petit peu en galère. Et ici on retrouve Maud, je l'ai dit en vlog, c'est un espèce de petit trigger warning quand même, notamment pour les enfants. Le premier chapitre de ce livre, c'est Maud qui va au cimetière avec son papa. Ils vont sur la tombe de sa maman. Voilà, c'est pas très joyeux, mais c'est le cas ici. C'est quand même à savoir avant de le faire lire à des enfants, je trouve. Et donc voilà, Maud va, comme toutes les semaines, sur la tombe de sa mère, etc. etc. Et puis ensuite vient le jour où elle doit partir en apprentissage, etc. Et Maud, contrairement à la sorcière du tome 1, c'est exactement ce qu'elle veut faire. Ses pouvoirs lui permettent d'enquêter, et on a aussi ici un lien avec Agatha Christie, elle est citée. En gros, le pouvoir de Maud, c'est que elle a un instinct super développé, pour faire court, et donc ça lui permet de savoir des choses qu'elle n'est pas censée savoir, de deviner des choses qu'elle n'est pas censée deviner, avec l'histoire des petites cellules grises, etc., etc. Franchement c'est assez fun. Et donc elle décide d'ouvrir une agence de détective, c'est ça son rêve, et donc sa formation ce sera ça. Elle est aussi accompagnée d'un corbeau qu'elle a appelé Watson. J'ai mis 1000 ans à comprendre la ref alors que c'est pas si compliqué, mais bref. Et donc voilà, elle va enquêter, il se trouve qu'au musée d'à côté, il y a quelque chose qui a disparu. Et donc Maud se dit banco, let's go, c'est pour moi, j'y vais. Et elle enquête là-dessus. Franchement j'ai beaucoup aimé suivre cette petite fille, c'était hyper mignon, hyper touchant. Elle a ce côté extrêmement innocent, le début est quand même très triste, mais après tu suis une petite fille classique, j'ai pas envie de dire normale parce que personne n'est vraiment normal, mais vraiment tu sens que ça lui pèse l'absence de sa mère, etc. etc. D'autant plus que sa mère est sorcière et donc c'est comme ça que ça se transmet. Du coup elle n'a pas sa mère pour cette étape hyper importante de sa vie de sorcière. Son père fait du mieux qu'il peut mais bon c'est pas pareil tu vois. Et malgré tout elle est pleine de vie, pleine de joie et franchement c'était hyper cool de la suivre. On a aussi des illustrations, j'en cherche pour vous montrer du coup. Voilà, on a ce genre de choses, c'est illustré un petit peu au pastel, enfin c'est des tons très pastel, très doux, très mignons. Il y a quelques couleurs un peu plus pop, mais globalement ça reste des couleurs claires en fait. Et je trouve ça très cool, franchement j'ai adoré ce tome 2, je vais tout faire pour trouver le tome 3. Mais moi je crois que ce tome 2 je l'avais acheté neuf parce que je l'avais pas trouvé d'occasion, mais c'est pareil, je vais essayer de me renseigner pour le tome 3. Il est sorti normalement, enfin là c'est marqué 2024, donc je suis pas très en retard sur ce dépôt légal deuxième semestre 2024, donc voilà, mais je vais me renseigner pour avoir le tome 3. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais derrière il y a marqué niveau de lecture et il y a 3 nuages rouges. Je sais pas trop ce que ça veut dire, écoutez, voilà. Et donc ça, je vous montre, c'est le tome 1 qui s'appelle Tildir la catastrophe. Voilà, j'ai préféré le tome 2, j'ai trouvé beaucoup plus mignon, beaucoup plus touchant. Mais le tome 1, en fait le tome 1 était beaucoup plus léger que le tome 2. Mais moi je préfère les histoires tristes, ouais je sais, c'est comme ça. Le suivant c'est pareil, je suis un peu deg de ne pas avoir trouvé le tome 3, mais d'occasion ils sont quasiment introuvables. Donc je pense qu'un jour je vais péter un plomb et je me commanderai toute la saga neuve. Comme ça ce sera fait, je serai tranquille. Donc c'est Magic Perry, ici le tome 2, une rentrée mouvementée de Fabienne Blanchu et Ariane Delrieux. Donc ça c'est plutôt fin août, début septembre. Encore que je suis pas sûre parce que les sorcières sont en décalé. Donc peut-être que notre rentrée à nous c'est début septembre, mais pour elles je sais pas. Le mois est pas vraiment précisé, moi ça m'a pas plus perturbé que ça de lire le tome 2 en janvier du coup. Ici dans cette saga on est donc avec des sorcières, dans un monde de sorcières, il y a des hommes, mais j'ai pas l'impression que les hommes aient des pouvoirs. Et donc on suit
Peri, qui est donc la petite fille de la matriarche. En gros, c'est une suprême. C'est-à-dire que sa grand-mère est la suprême en chef, c'est la chef du village, la chef des sorcières. Sa mère est donc l'héritière, et elle, un jour, aussi. Mais dans le tome 1, elle décide... En fait, dans le tome 1, elle se révolte contre les traditions des sorcières qu'elle trouve nulles, vraiment. Et on n'est pas sur juste une ado qui se rebelle parce que c'est une ado et qu'elle a envie de se rebeller. On est vraiment sur une tradition horrible et pas ouf dans le tome 1, contre laquelle elle proteste et elle crie en fait, enfin genre elle manifeste son mécontentement, vous voyez, vraiment. Et ici dans le tome 2, ça va être un peu le cas, mais c'est différent, c'est-à-dire que du coup c'est la fin des vacances, son meilleur ami revient, son meilleur ami est une momie, qu'il revient parce qu'il était en vacances, etc. Du coup ils sont très contents de se retrouver, c'est un peu les retrouvailles de fin d'été, quand t'es excité par la rentrée, t'as ta nouvelle tenue, t'as hâte d'y aller, de savoir, de retrouver tous tes copains à l'école et tout, vous voyez, c'est cette période-là de la vie où t'es content de retourner à l'école. Bon, ça passe après, mais bref. Sauf que Peri va découvrir que parce qu'elle est l'héritière des suprêmes, elle ne retournera pas à l'école. Elle va suivre une formation à part, une formation à la maison, c'est très spécifique, c'est très encadré parce qu'elle est suprême. Et en fait, ce serait passé s'il lui avait expliqué, tu vois. Mais là, elle apprend ça genre 2 jours avant la rentrée, et c'est la panique pour elle. Elle se dit quoi, je vais rester enfermée toute l'année à la maison avec un espèce de prescripteur vieux, enfin nul, enfin genre elle a pas envie, tu vois. Elle voulait retourner à l'école, aller avoir des récrés, etc. avec ses amis et tout. Et elle apprend 2 jours avant la rentrée que c'est pas le cas. Donc évidemment, en bonne ado ronchon, elle proteste, elle crie, elle est pas d'accord. Et en fait, ce que j'aime bien dans cette saga, c'est que c'est pas juste une ado rebelle pour être rebelle, qui rejette ce qu'on lui dit, ce qu'on lui propose, et on lui dit c'est comme ça et pas autrement, et elle est pas juste en mode non, je suis pas d'accord, elle claque la porte et elle boude pendant 3 jours. C'est pas ce qu'elle fait, tu vois, enfin c'est ce qu'elle fait, mais en plus de ça, elle cherche une solution, elle cherche un compromis, elle cherche à proposer un compromis à sa grand-mère, à ses parents, pour que elle fasse ce qu'ils veulent et ce qu'elle faut faire, et ce qu'elle doit faire puisqu'elle est l'héritière, mais qu'elle ait aussi un peu ce qu'elle veut avec ses amis à l'école et tout, tu vois. On est sur ce genre d'ado qui cherche quand même une solution et qui est pas juste bougon. Et franchement, j'aime beaucoup. Et du coup, on suit ça. Bon, ça fait 60 pages. C'est illustré. C'est écrit quand même assez gros. Donc, il n'y a pas beaucoup de... Bah, il se passe pas grand chose de plus que ce que je vous ai dit. Mais franchement, j'adore suivre Peri. J'adore ce personnage. La famille est hyper cool. C'est assez drôle aussi. On a un chien qui intervient. Enfin bref. Voilà, on a aussi ce genre d'illustration. Franchement j'aime bien, je suis deg de pas avoir trouvé le tome 3, mais comme je vous ai dit, je pense que un jour je vais péter un plomb et je vais commander tous les tomes de la saga. Je sais pas combien il y en a en tout. D'ailleurs c'est marqué 6-9 ans, franchement c'est tout à fait ça. Ouais, 2021. Donc dépôt légal septembre 2021. Donc clairement il y a la suite, il y a au moins 5-6 tomes il me semble dans la saga, donc ouais, faut que je me les achète parce que j'adore cette saga. Et enfin, le dernier livre qui est une catastrophe, vraiment. En fait, je pense que cette période-là de cette autrice, ça ne me plaît pas du tout. Et manque de bol pour moi, elle en a écrit beaucoup. Et donc c'est Rendez-vous avec la mort de Agatha Christie. Pour rappel de mon côté, depuis que j'ai commencé à lire Agatha Christie, j'ai décidé de les lire dans l'ordre dans lequel ils ont été publiés, sauf pour celui-ci. Celui-ci a été publié et donc écrit, je pense, avant le Noël d'Hercule Poirot. Mais j'ai voulu lire le Noël d'Hercule Poirot en décembre évidemment. J'ai pas eu le temps de lire celui-là avant, je me suis dit c'est pas très grave en vrai. Mais je voulais quand même le lire rapidement entre guillemets, donc en janvier quand j'ai eu un petit peu de... Enfin mi-janvier quand j'ai eu un petit peu de temps pour lire, j'ai choisi celui-ci. Je vous le dis tout de suite, j'ai lu 37 pages. Vraiment, on est dans la période de Agatha Christie où beaucoup de ces histoires, parce que c'est pas le cas du Noël d'Hercule Poirot, je pense qu'elle a fait une exception pour celui-là, mais en gros, ces livres, à ce moment-là, elle les situe en Égypte. On est avec des personnages en vacances là-bas, sur le Nil, qui visitent, etc., ou en tout cas dans la région, et ça me saoule. Vraiment, en fait, suivre des personnages en vacances, ça me fatigue, parce que là, c'est le cas.
on nous présente des gens qui sont en vacances, il y a des Anglais, il y a des Américains, une famille d'Américains très bizarre, très particulier, etc., etc. On a tout un tas de conversations entre des personnages qui parlent sur d'autres personnages, qui font des suppositions mais qui savent rien sur rien. Et donc toi tu lis ça en fait, tu lis Tartampion qui parle de bidule truc, qui vient de rencontrer, qui l'a croisé dans le train, tu vois, qui connaît absolument pas mais qui fait toute une supposition sur sa vie. Tu vois. Pourquoi? À quoi ça sert, tu vois? Enfin genre vraiment, tu sais qu'il va se passer quelque chose dans cette famille américaine, vraiment, il y a quelqu'un qui va mourir c'est sûr, mais c'est long. Vraiment, c'est très 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 long. Et la grande différence qu'il y a entre ce livre-là et le Noël d'Hercule Poirot pour moi, c'est l'intérêt. Tout simplement. C'est-à-dire que dans le Noël d'Hercule Poirot, on rencontre une famille, etc., qui va se réunir pour Noël. Et effectivement, tu les suis un certain temps avant qui se passe ce qui va se passer, alors avant qu'il y ait un mort, tu vois, et que Hercule Poirot arrive et enquête, etc., etc., etc. Mais il y a de l'intérêt à ce qu'on te présente les personnages. En fait, la différence, c'est qu'on te présente les personnages, tu vois, tu échanges avec eux, c'est eux qui parlent, c'est eux qui interagissent les uns avec les autres, et donc tu comprends le caractère de chacun, les attentes de chacun, etc., etc. Alors qu'ici, t'as une conversation entre un médecin anglais et un autre gars américain. Aucun des deux ne connaît la famille, mais ils en parlent, ils font des suppositions. C'est limite s'ils font pas une présentation de la famille, tu vois, alors qu'en vrai, ce n'est que des suppositions. Ils connaissent pas ces gens, tu vois. Donc en fait, t'apprends pas vraiment à connaître les personnages. Enfin, je comprends pas à quoi ça sert. Et puis vraiment, cette ambiance de gens en vacances, en train, en Égypte, ou par là autour, à Petra ou je sais pas où. Je suis nulle en géographie, je sais pas, mais je sais que Agatha Christie a beaucoup aimé l'Égypte et tout ce qui se passe autour, il a beaucoup écrit là-dessus, mais quand une histoire se passe là-bas, moi je trouve ça ennuyant, genre vraiment, parce que l'ambiance ne me plaît pas, ça ne me convient pas, ça ne va pas, c'est pas mon truc, tu vois. Une ambiance de petite maison anglaise dans laquelle on prépare Noël avec des gens qui s'entendent pas très bien alors qu'ils sont frères, tu vois. Oui, c'est croustillant, je veux lire, tu vois. Mais là, c'est long, mais c'est long. En fait, j'ai lu 33 pages, 37 pages, pardon. À part que y a une personne de la famille américaine qui va mourir et que la famille américaine se comporte de manière bizarre, bah il s'est rien passé, tu vois. Il n'y a pas besoin de 37 pages pour me dire ça. Vraiment, tu vois. Et on tourne en boucle. Vraiment, en fait, elle en fait des caisses sur la famille américaine et bizarre. Mais bizarre selon qui? Selon toi? Enfin, c'est bon, les gens se comportent comme ils veulent. Oui, effectivement, c'est particulier que ce soit toujours la même personne qui décide de tout. Mais c'est comme ça. Enfin, genre, t'es qui pour juger en fait? Enfin, vraiment ça me fatigue. Et de plus en plus, dans les livres de Agatha Christie, je trouve du racisme. Et pas du racisme forcément. Alors en fait, ils ont changé le titre, les 10 petits nègres. Ok, d'accord, très bien, tu vois. Mais Agatha Christie met plein de racisme dans beaucoup de ses livres. Et pas forcément à l'encontre des gens de couleur. Pour moi, elle est raciste envers les Américains, elle est raciste envers les Français. Beaucoup, beaucoup au début de ses livres, enfin dans ses premiers livres, vraiment c'est flagrant. Et ça me fatigue. Et la place de la femme dans ces livres, vraiment, c'est... Waouh! Et alors l'excuse de c'était une autre époque, moi ça me fatigue. Vraiment, traîner dans la boue des personnages féminins dans chacun de tes livres, époque ou pas époque, à un moment donné, c'est chiant, tu vois. Enfin, genre vraiment, ça me fatigue. Je pense que je vais continuer à lire Agatha Christie, mais vraiment, ces livres ont extrêmement, extrêmement mal vieilli. Et je doute qu'à l'époque, c'était... En fait, je pense qu'elle écrivait ce qu'il fallait écrire à l'époque où elle écrivait pour plaire à la haute société, à la bonne société de l'époque. Mais c'est terrifiant. Vraiment, à lire aujourd'hui, c'est catastrophique. Bref, ça, c'est un échec pour moi. Je vais continuer du Agatha Christie, principalement parce que j'en ai encore dans ma palle. Mais et aussi parce que le Noël d'Hercule Poirot, franchement, j'ai adoré, je trouvais ça génial. En fait, tant que son histoire se situe en Angleterre avec des personnages anglais et juste Hercule Poirot qui n'est pas anglais, je le rappelle quand même, ça va. Parce qu'il n'y a pas de racisme ordinaire, il n'y a pas de... Il n'y a pas de pfff, ils sont américains, ils sont vraiment nuls. Il n'y a pas ce genre de réflexion. Parce qu'on est que avec des anglais, tu vois. Donc ça passe mieux. Enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire, mais ouais, vraiment ça, c'est... catastrophe. Pour moi, c'est catastrophique, donc j'ai pas lu.
J'en ai fini avec cette update lecture qui finit malheureusement de manière très négative, même si les 3 premiers livres étaient super, franchement. Voilà, j'espère que le prochain update ça ira mieux, même si je peux déjà vous le dire, il commencera mal. Non mais je vous le dis, il commencera mal, j'ai déjà abandonné un autre livre, écoutez, c'est la vie. Bref, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à demain.